êtes étudiant, non? Je voudrais vous demander ce que les étudiants pensent de ce qui s'est passé à Alger. Là. Je peux vous dire que les étudiants, ils passent beaucoup de mal, ce qui se passe là. Beaucoup de mal. À mon avis. Vous étiez favorable à Ben Bella? Dans l'ensemble, les étudiants étaient favorables à la politique qui est amenée ici. Et là, vous considérez que cette prise de pouvoir du pouvoir colonel réactionnaire. En 65, l'Algérie, c'est un pays jeune qui a connu son indépendance depuis très peu de temps et qui vient de traverser une période qui est une période de reconstruction. En 62, le pays est resté avec énormément de destruction de la guerre, un bouleversement de population considérable avec le départ de 800 000 Français d'Algérie, des déplacements de population extrêmement conséquents dus au regroupement pendant la guerre. On pense que probablement un quart de la population s'est retrouvée dans des camps dans la dernière période de la guerre. Donc tous ces gens ont beaucoup bougé au moment de l'indépendance en 1962. Il y a évidemment énormément de victimes. L'économie est bouleversée par les déplacements de population, par le départ des Français d'Algérie qui étaient quand même les principaux employeurs à la fois dans l'agriculture et dans l'industrie. Et donc les premières années de l'indépendance, c'est vraiment stabiliser le pays, essayer de relancer l'économie avec par exemple une inquiétude immédiate et première qui est d'éviter la famine, qui est d'éviter que la population ne meure de faim. Donc on est dans une situation économique difficile et un contexte politique également difficile parce que l'année de l'indépendance, l'année 62, c'est l'année de la prise de pouvoir de Ben Bella qui devient le premier président de l'Algérie indépendante dans ce qui est pratiquement un coup d'État à l'intérieur de la structure du Front de Libération Nationale du FLN. Donc ces premières années, elles sont marquées par la nécessité de sortir de cette situation d'urgence et la création en même temps d'un régime qui est un régime de parti unique où les partis d'opposition ne sont pas considérés comme légaux et en particulier il y a deux forces politiques importantes qui sont exclues, qui sont le Parti communiste algérien qui fonctionne dans une semi-clandestinité et puis le Parti du peuple algérien, le Parti de Messali Hadj qui n'est pas non plus légalisé. Donc le FLN est la principale force politique et le seul parti légal. Malgré ça, ce qui est frappant dans cette première période, c'est que Ben Bella gagne en popularité, c'est qu'il parvient vraiment à se montrer comme un leader populaire et un leader du tiers-monde, quelqu'un qui a une image qui se déploie bien au-delà des frontières de l'Algérie et avec une popularité tout de même importante. Dans chaque magasin rouvert, dans chaque usine remise en marche, dans chaque ferme à nouveau exploitée, les ouvriers ont élu un comité de gestion qui dirige l'entreprise. Quelquefois, les comités de gestion se sont fédérés au sein d'une coopérative ouvrière. Dans ce contexte économique difficile, l'économie est relancée avec un certain nombre de principes qui sont des principes adoptés du socialisme autogestionnaire, donc l'autogestion d'un certain nombre de grandes entreprises et l'idée que l'économie va se réorganiser autour notamment du principe de la révolution agraire. Ces réformes économiques ou cette relance économique, elle se fait aussi avec l'appui de beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur et qui viennent de l'extérieur parce qu'ils estiment que l'Algérie est une expérience qui pour le reste du monde va être une expérience fondamentale. Donc on va avoir des coopérants qui vont venir de France, certains sont marqués très à gauche, certains sont des socialistes, des communistes ou y compris des trotskistes, mais aussi beaucoup sont envoyés depuis le bloc de l'Est. On a des conseillers ou des cadres soviétiques qui viennent pour contribuer à relancer l'économie, définir des programmes, relancer des entreprises. On a aussi du soutien sous la forme de soutien médical par exemple qui vient de Cuba avec des Cubains qui organisent des hôpitaux ou qui travaillent avec le ministère de la Santé par exemple. J'avais 20 ans, j'allais sur mes 21 ans, je venais d'effectuer ma première année universitaire à la fac d'Alger. J'avais le souvenir de ce festival mondial de la jeunesse que collégiens préparaient, j'avais 16 ans à l'époque, en 65, on s'était préparé les spectacles, les activités sportives, les rencontres, les débats politiques, etc. On était bien préparé pour un festival mondial de jeunesse en 65.
le coup d'État arrive, tout est arrêté. Alors sociologiquement, en 1965, les étudiants sont importants et ils sont devenus importants dans les années qui précèdent immédiatement le coup d'État, pour deux raisons. La première, c'est qu'au moment de l'indépendance, on a très peu d'étudiants. La colonisation a d'abord été une entreprise de domination et d'hégémonie qui a visé la destruction du savoir et de la culture et le développement d'un très faible niveau de scolarisation parmi la population colonisée d'Algérie. Donc on a vraiment des poignées d'étudiants, quelques centaines, guère plus. La deuxième raison pour laquelle il compte autant en 1965, c'est qu'il y a une explosion de la scolarisation dans la toute dernière période de la guerre, mais surtout au moment de l'indépendance. Développement des écoles primaires et des lycées et ouverture enfin des universités en masse aux jeunes lycéens algériens. Donc tout d'un coup, on se retrouve avec des milliers d'étudiants et non plus des centaines, mais aussi des étudiants qui sont convaincus qu'ils doivent jouer un rôle fondamental parce que le pays manque cruellement d'élites et de cadres et c'est eux qui vont devoir jouer ce rôle-là. Donc les étudiants ne sont pas encore très nombreux, mais ils ont un poids conséquent dans la société qui s'adosse avec des transformations très en profondeur. L'augmentation de la scolarisation et l'ouverture de l'université, ça va avec un exode rural accéléré par les dernières années de la guerre qui est la transformation démographique majeure de l'histoire du pays au XXe siècle. Ces étudiants, dans les premières années de l'indépendance, ils sont organisés dans une organisation qui s'appelle l'UNEA, l'Union nationale des étudiants algériens, qui est issue de l'organisation des étudiants du FLN pendant la guerre d'indépendance. Et dans les premières années de l'indépendance, cette UNEA, elle est composée un peu à l'image de la société par des gens extrêmement divers. On va y trouver par exemple énormément de jeunes communistes du parti communiste algérien clandestin qui vont se retrouver dans l'UNEA, mais on va aussi retrouver des militants du FLN, on va retrouver énormément d'anciens combattants qui vont s'exprimer beaucoup dans les toutes premières années, voire dans les tout premiers mois de l'indépendance, et où on débat d'un certain nombre de questions qui ont trait à l'organisation politique du pays. Dans les premiers mois de l'indépendance, ce dont on parle à l'UNEA, c'est par exemple de quelle doit être la nature du Front de Libération Nationale. Est-ce que ça va être un parti? Est-ce que ça va être un front? Est-ce qu'il va être unique? Est-ce qu'il va être composé de différents courants? Et en fonction de ça, quelle devrait être la relation de l'UNEA avec le Front de Libération Nationale? Est-ce que ça doit être une organisation affiliée? Est-ce qu'elle doit être plus autonome? Et tous ces débats se font quand même dans une certaine liberté de parole et avec des prises de position qui sont relativement diverses. Un point tout de même, ces débats et cette ouverture de possibles en Algérie dans le mouvement étudiant, ça reflète ce qui se passe aussi dans les autres pays qui accèdent à ce moment-là à l'indépendance. On ne passe pas en général de la colonisation à des régimes autoritaires de parti unique. En général, il y a une transition avec une période où il y a une certaine ouverture politique possible, parfois avec une multiplicité d'organisations et de débats, et ça prend du temps pour cette multiplicité de se refermer vers des situations de parti unique beaucoup plus strictes. Le fait que dans la rue on voit fort peu de femmes, elles se sentent exclues en quelque sorte du public et de la société. Elles ne sont que supportées, c'est tout, on les supporte, c'est tout. Et les filles qui sortent comme ça, elles ressentent évidemment le contre-coup de toute cette atmosphère. Il n'y a pas de communication entre les hommes et les femmes en Algérie. Il n'y a pas de dialogue, il y a un monologue de part et d'autre. Nous, les femmes, on reproche des tas de choses aux hommes et les hommes aussi reprochent des choses aux femmes. Ils leur reprochent d'être bêcheuses, d'être pimbèches, de ne pas se laisser aborder facilement. Et si une femme se laisse aborder facilement, tout de suite, elle est cataloguée, tout de suite, on dit du mal d'elle, tout de suite, on dit que c'est une fille facile. Alors, ce qui fait qu'il y a un quiproquo entre les hommes et les femmes en Algérie. Enfin, je parle des jeunes,
C'est sans doute un des phénomènes les plus frappants de cette grande transformation. Exode rural, migration vers les villes, augmentation de la scolarisation. Et ben dans ces jeunes qui sont plus scolarisés, plus éduqués, qui vont au lycée puis à l'université, on a énormément de femmes. Et la composition des étudiants qu'on connaît pas encore très bien, elle est mixte. Et on a des femmes que les sociétés d'aujourd'hui regardent avec un peu de surprise, parce que ce sont des femmes qui connaissent des transformations très en profondeur de leur mode de vie, mais aussi de leur mode vestimentaire. Beaucoup de femmes qui portent des robes relativement courtes, qui sont dévoilées, qui franchissent les portes de l'université avec l'aspiration à être des femmes modernes, des femmes à l'image de celles qui occupaient auparavant les bancs de l'université, qui étaient les femmes européennes et qui donc leur ressemblent d'une certaine façon physiquement. Algériennes, Algériens, officiers, sous-officiers et djunouds, militants du parti et des organisations nationales, fonctionnaires de l'État, responsables des corps de sécurité, tous à l'écoute, une déclaration importante sera faite dans quelques instants. 306 mètres onde moyenne, c'est Radio Alger en langue française. Et la nouvelle est venue, c'est celle-ci, Ben Bella est renversé par l'ANP, le colonel Boumedienne, appuyé par le ministre des Affaires étrangères, M. Hamed Bouteflika. Peu avant midi, donc, la proclamation attendue a été diffusée. C'est une violente diatribe contre Ben Bella, sa politique, ses méthodes. Il est accusé d'aventurisme, de charlatanisme, de caprice, de cynisme, de dictature, de forfaiture et de haute trahison. Le coup d'État du 19 juin 1965 est un coup d'État qui est mené par le colonel Houari Boumedienne. Alors le colonel Boumedienne était pendant la guerre d'indépendance le chef de l'état-major. Il a appuyé l'arrivée au pouvoir de Ben Bella, à moins que ça ne soit l'inverse, à moins que Ben Bella n'ait été la façade politique en quelque sorte de la prise de pouvoir par l'armée dirigée par Boumedienne. En tous les cas, Boumedienne est devenu le ministre de la Défense et à l'intérieur du gouvernement sous la présidence de Ben Bella, les relations se sont progressivement distendues au point où en juin 1965, Boumedienne organise un coup d'État, fait arrêter le président Ben Bella et annonce la création d'un conseil révolutionnaire qui va désormais gérer l'État. Alors ce qui est frappant dans cette prise de pouvoir par Boumedienne, c'est que par rapport à la période précédente, la période de Ben Bella, sa base politique et sociale est beaucoup plus restreinte. Et d'ailleurs, c'est un petit groupe d'hommes qui dirigent le pays à ce moment-là. Dans les premiers jours, leur nom n'est même pas connu de façon claire. Et ça n'est que très progressivement que Boumedienne va pouvoir réélargir la base sur laquelle son pouvoir est installé. Ce réélargissement en quelque sorte de sa base se fera en plusieurs étapes et c'est assez frappant parmi les étudiants de voir comment justement il va réélargir sa base. La façon dont la population algéroise prend connaissance du coup d'État, c'est d'abord la présence des chars dans la rue. Et dans un premier temps, on raconte que les habitants ne réalisent pas d'abord ce qui est en train de se dérouler, parce que le coup d'État se déroule en même temps que le tournage du film La bataille d'Alger, et que donc la présence des chars est d'abord associée avec le tournage du film. Deux choses sont frappantes, le fait que peu de voix s'expriment pour soutenir Ben Bella, malgré la popularité dont il avait été crédité dans la période précédente, et que les tensions de l'année 1962 ont l'air de rejouer avec des prises de position en faveur de Boumedienne contre Ben Bella, qui ont l'air d'avoir trait à certains de ces conflits de l'année 1962. C'est le cas par exemple de Yassef Saadi, conseiller du film La bataille d'Alger.
L'opposition au coup d'État de Boumedienne est relativement minime. On a peu de voix qui s'expriment clairement, mais l'UNEA fait partie de ces voix. Les étudiants s'expriment contre le coup d'État et en faveur du président déchu Ben Bella, l'UNEA organisant quelques manifestations, prises de position contre le coup d'État. Un autre groupe prend position contre le coup d'État. Il s'agit d'un groupe un peu composite dans lequel on va retrouver des militants de la gauche du FLN d'une part, des gens comme Mohamed Harbi, des gens comme Hossein Zahwan par exemple, et des communistes qui se regroupent progressivement dans une organisation qui s'appelle l'Organisation de la Résistance Populaire, qui prend fait et cause contre le coup d'État. L'ensemble de ces opposants voient leurs dirigeants très rapidement arrêtés, avec des cas d'emprisonnement, de mise en résidence surveillée et un usage très conséquent de la torture contre ces dirigeants. On a moins de témoignages sur la torture de cette période-là que sur la période de la colonisation française, comme si c'était malgré tout difficile pour les étudiants de témoigner d'atrocités qui sont commises par leur propre régime. Mais non, c'est plus que du tabassage. C'est de la torture en bonne et due forme, avec des cas précis de certaines personnes qui ont été arrêtées à plusieurs reprises dans leur vie et qui ont été torturées à plusieurs reprises. Je pense en particulier à un militant communiste qui a été arrêté une première fois pendant la Seconde Guerre mondiale, une seconde fois pendant la guerre pour l'indépendance, et qui a été arrêté une troisième fois en 1965, ayant été à chaque fois torturé, avec des gens qui sont parfois torturés ou arrêtés ou détenus dans les mêmes lieux que lors des épisodes précédents. On a vécu une époque avec le coup d'État du 19 juin 1965 qui nous avait touchés. Pendant 2 ans, on a souffert le calvaire, nous jeunes. Il y avait toutes les organisations étaient interdites, il n'y avait plus de lycéens, plus d'étudiants. Les ciné-clubs avaient été fermés ou muselés. Et en plus, il y avait la répression contre les étudiants. On manifestait dans la rue Tanger en 68, on a reçu des coups, j'ai des séquelles encore jusqu'à présent. Là. Pour les étudiants, ça veut dire que dans les mois qui suivent, leurs possibilités de s'exprimer sont extrêmement réduites. Parmi leurs leaders, quelqu'un comme Houari Moufouq a été arrêté et torturé. Leur direction est donc clandestine, et pendant plusieurs années, l'UNEA va devoir fonctionner ainsi dans une situation de clandestinité où par exemple les nouveaux entrants, les nouveaux étudiants, ceux qui s'inscrivent année après année à l'université, ne connaissent les anciens dirigeants que de nom. Des noms de leaders étudiants comme Djeloul Nasser, comme Jamal Abidi par exemple, qui sont arrêtés, ne leur sont connus que de nom, ils ne les connaissent pas directement, alors du coup ils prennent une aura un peu mythique, mais ça veut aussi dire que leurs possibilités d'expression sont réduites, que leur mode d'action va être spécifique dans la clandestinité. C'est le fait par exemple, puisqu'il faut maintenir la structure de l'UNEA, d'utiliser des modes d'élection comme dans d'autres pays où les étudiants sont clandestins. Dans un certain nombre de témoignages, on nous explique qu'on faisait comme les étudiants en Espagne à la période de Franco, c'est-à-dire que on élit à l'applaudimètre devant la bibliothèque universitaire dans des élections flash où tout le monde doit disparaître très rapidement pour éviter d'être arrêté. Ça veut aussi dire que les débats sont restreints. On va avoir des débats organisés de façon très rapide dans les amphis, avec la sympathie des enseignants. On fait circuler des textes par avance et on en débat très rapidement dans des prises de position très ramassées pour éviter de nouveau d'être soumis à la répression. Et ça veut aussi dire que les étudiants se cantonnent dans des prises de position souvent sur des questions plus spécifiques, un peu matérielles, les questions de la qualité de l'enseignement, l'accès aux polycopiés, l'accès à la cantine, la qualité de la cantine, des choses qui permettent de maintenir un niveau de mobilisation en évitant autant que possible la répression. Pour nous, Boumedienne, il avait éteint toutes les lumières. À un moment où peut-être Boumedienne a commencé à rentrer un peu, à être accepté par les jeunes, c'est 67. Le 5 juin 67, lorsque la guerre des 6 jours a éclaté, on s'est mobilisé
les jeunes, les étudiants. On a demandé l'instauration du service national. Je me souviens qu'on se bagarrait devant le ministère de la Défense, un groupe d'étudiants, on exigeait qu'ils nous enrôlent pour faire notre service national. Parce qu'on voulait une armée populaire, pas une armée de métier au service de la bourgeoisie, etc. On se bagarrait pour... Quand je raconte ça aux jeunes aujourd'hui, ils rigolent. C'est nous qui avons demandé l'instauration du service national et que tous les jeunes puissent... Et en 67, Boumedienne répond à ça et il enrôle les filles et les... Donc on fait une formation militaire de 45 jours, l'été 67, qui a donné là Boumedienne aux yeux de la jeunesse, enfin la jeunesse comme celle dont je parle, la jeunesse un peu engagée, politisée, là il commençait à remonter un peu dans notre estime. Donc à la suite du coup d'État, on assiste à une remobilisation progressive des étudiants en plusieurs étapes. Et une de ces étapes, c'est l'année 1967, où pour la première fois, les étudiants descendent dans la rue, dans un contexte très particulier qui est celui de la guerre des 6 jours, la guerre de juin 1967. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on ne peut pas dire que ces étudiants manifestent contre le régime. D'une certaine façon, presque au contraire, ils sont en train de manifester contre la guerre, ils sont en train de manifester contre Israël et contre les États-Unis, mais en cela, ils visent à appuyer la position de fermeté qui est celle du président Boumedienne. La manifestation ou les manifestations ont l'air relativement spontanées, elles sont en tout cas tolérées par les autorités, peut-être sont-elles encouragées, c'est bien difficile à ce stade de le dire, et elles visent très précisément un certain nombre de lieux, notamment le centre culturel américain qui est mis à sac au cours de l'une de ces manifestations. Et on retrouve dans les archives une grande inquiétude des représentants américains, notamment les consuls qui cherchent à détruire un certain nombre de leurs archives de peur que d'autres manifestations ne s'en prennent au consulat. Donc ce à quoi on assiste en 67, c'est une prise de la rue par quelques centaines, voire quelques milliers d'étudiants, appuyés par l'organisation étudiante, mais sans que l'on sache dans quelle mesure ça déborde de l'organisation étudiante, pour une prise de position contre Israël et contre les États-Unis dans le contexte de cette guerre, avec une reconnexion en quelque sorte entre le régime et les étudiants. Et un des points précis sur lesquels on voit la complexité de cette position, c'est la question du service national, puisque ce sont les étudiants de 1967, et notamment l'UNEA, qui revendiquent la création d'un service national qui va leur permettre de s'engager aux côtés de l'armée et donc de s'engager dans cette guerre. Donc on a une posture qui est assez différente de celle par exemple des étudiants européens ou des étudiants français de mai 1968 parce qu'elle est propre au contexte très particulier des pays qui viennent d'obtenir leurs indépendances et en particulier dans le monde arabe. Parce que les enjeux sont différents. On est dans un état en Algérie comme dans d'autres pays nouvellement indépendants qui sont tout jeunes et prendre position contre le régime n'a pas la même signification dans un pays qui émerge tout juste et dont l'existence est encore vécue comme une existence assez fragile que dans des pays européens par exemple. J'ai passé mon bac en 68, 68-69 c'est la première année de fac à Alger, je ne rêvais que de partir. J'avais préparé mon inscription d'ailleurs pour aller au Canada, pour faire l'école polytechnique de Montréal, et c'était une année de transition pour moi, et puis sans crier gare, brusquement on nous dit il y a un festival panafricain, on ne croyait pas trop étant donné le climat de répression qu'il y avait, et c'est là vraiment on a eu cet événement, je trouve, la divine surprise, un festival de cette taille. Je crois que l'organisation de ce festival panafricain résultait en partie du besoin d'affirmer la position internationale de l'Algérie, d'affirmer l'Algérie en tant qu'acteur mondial africain, peut-être pour compenser certaines conséquences du coup d'État de 1965. L'Organisation de l'Unité africaine prit la décision
Et l'Algérie avait l'argent pour le faire et dépensa l'argent. Alors, le PANAF est frappant à cause des scènes de rue, à cause de l'enthousiasme. Il est frappant aussi à cause du film de Klein qui documente cet enthousiasme populaire dans les rues d'Alger. Et il est important parce que c'est la première fois depuis le coup d'État que l'on retrouve cette ferveur révolutionnaire et qu'on revit en quelque sorte dans les rues d'Alger certaines scènes qu'on avait vécues au moment de l'indépendance. La présence massive d'hommes et de femmes dans la rue, la danse, la transgression, mais aussi la connexion avec le reste du continent africain, la présence très importante de groupes qui viennent de l'ensemble de l'Afrique, qui ne sont pas tous des groupes professionnels, mais certains de ces groupes sont des groupes de militants qui chantent, dansent ou font du théâtre, mais qui peuvent être aussi des combattants. Ça connecte très fortement l'Algérie avec le reste du continent. Dans ce contexte-là, pour les étudiants, et pour les étudiants algérois en particulier, le PANAF, c'est le retour de l'enthousiasme, si vous voulez. Donc c'est vraiment un coup de maître de la part du régime que d'organiser ce festival à Alger, parce que ça regagne une part importante de la jeunesse. Nous étions dans ce monde de politique radicale, de politique révolutionnaire, de mouvements de libération mondiaux. Et c'est dans ce monde que le festival culturel panafricain a eu lieu. C'était une idée extrêmement enthousiasmante. Nous formions un groupe de diplômés, de travailleurs, certains parlaient français, d'autres anglais, certains étaient des Black Panthers, d'autres étaient simplement des Noirs. Nous avions un bureau, un lieu d'exposition. Nous avons été, je crois, invités à un événement à l'université. En même temps, il ne faut pas surjouer cette importance parce que Alger n'est pas l'ensemble du pays. Ça se joue à Alger, c'est la plus grande ville étudiante, donc cette connexion elle est forte, mais elle ne joue pas de la même façon dans le reste du pays. Néanmoins, il me semble que le festival panafricain, c'est vraiment la deuxième grande étape de la reconnexion entre le régime de Boumedienne et sa jeunesse, et en particulier sa jeunesse étudiante. De la nationalisation des avoirs français en Algérie. Le gouvernement français attend de savoir quelles conditions seront faites à ces avoirs. J'indemniserai les compagnies de façon juste et équitable, avait déclaré le colonel Boumedienne. Il s'agit maintenant pour lui de traduire sur le papier cette intention. Une semaine après les mesures de nationalisation intervenues en Algérie, on pouvait évidemment se poser la question. Quel va être maintenant le calendrier? Mais on voit d'aujourd'hui à peu près comment les choses vont se passer dans les jours à venir. Ce sont en effet d'abord les représentants des sociétés concernées qui vont se rendre à Alger pour s'informer des modalités de leurs indemnisations. L'année 1971, c'est la dernière étape de la reconquête révolutionnaire ou de la reconquête par le régime des étudiants algériens, avec deux opérations qui sont pour eux populaires. L'une, c'est la nationalisation des hydrocarbures et l'autre, c'est la révolution agraire, qui permettent de remobiliser les étudiants dans des actions concrètes. La révolution agraire, ça va être par exemple l'organisation des comités du volontariat de la révolution agraire, qui permettent de regrouper des étudiants, mais aussi des jeunes chômeurs, des jeunes dans les quartiers, des lycéens, pour participer à des actions collectives plus ou moins régulières, à des chantiers qui permettent de prendre la jeunesse des villes, de la déplacer vers la campagne pour soutenir la révolution agraire. C'est paradoxal parce que ça se passe aussi en même temps, l'année 1971, que la fin de la répression contre l'UNEA et son démantèlement définitif. À partir de 1971, il n'y a plus d'organisations étudiantes. Le régime ne le permet plus. On aura des organisations de jeunesse, les jeunesses du FLN ou l'Union nationale de la jeunesse algérienne, l'UNJA, mais on n'aura plus jamais d'organisation étudiante. Et donc les étudiants, y compris ceux qui défendaient l'autonomie à l'intérieur de l'UNEA, vont désormais s'organiser soit dans des organisations entièrement clandestines,
soit dans ces organisations de masse, volontariat de la révolution agraire ou UNJA en particulier, mais autour de causes qui leur paraissent justes et enthousiasmantes. C'est-à-dire qu'il y a une expérience vécue qui est très forte, d'aller dans les campagnes, de diffuser le discours de la révolution agraire, et certains d'entre eux aujourd'hui encore dans les entretiens le disent lorsqu'on leur demande est-ce que pour l'agriculture ça a été important ces comités de volontariat. Ils disent pour les paysans peut-être que c'était pas très important, mais pour nous comme expérience politique c'était absolument fondamental. Donc on a une année paradoxale entre répression du mouvement étudiant et mobilisation à l'intérieur d'autres structures, notamment les structures de la révolution agraire, de la part d'étudiants qui continuent à soutenir les mesures les plus à gauche promues par le régime de Boumedienne et à contester l'absence d'autonomie laissée au mouvement étudiant. Nous avons organisé une conférence de presse à la salle des actes. C'était la mi-juillet, je crois, quelques jours avant l'ouverture du festival. Cela devait être le 15 ou le 17 juillet 1969. Eldridge Cleaver, des Black Panthers américains, fit donc cette conférence de presse. Beaucoup de gens s'y rendirent. Des gens des mouvements de libération, des gens des ambassades, des étudiants, des représentants du pouvoir. C'était plein. Ce qui est intéressant en regardant le cas des étudiants algériens dans le contexte plus global du continent africain, c'est qu'on se rend compte à quel point les circulations ont joué entre pays du continent, mais aussi entre pays du monde arabe. Lorsque l'on voit par exemple comment Alger a servi alors on l'a appelé souvent la Mecque des révolutionnaires, mais de fait elle a été un lieu de grande circulation d'idées et de pratiques et un lieu de rencontre. C'est le cas notamment au moment du festival panafricain où les étudiants algériens ont profité pour échanger avec des militants étudiants ou autres venus d'autres pays. C'est le cas avec les Black Panthers, mais c'est aussi le cas avec tous les mouvements révolutionnaires du continent africain. Échanger aussi en termes de technique, de façon de faire de la politique dans une clandestinité ou une semi-clandestinité imposée par le régime algérien comme elle est imposée dans d'autres pays du continent. Ce qui est frappant quand on regarde le cas algérien également, c'est la question de la chronologie et la question de est-ce qu'il y a ou pas un mai 68 ou un 68 algérien ou un 68 africain. On voit bien dans le cas algérien que la chronologie elle est plus complexe. Elle s'étend sur une durée plus longue, en fait une durée qui va au moins de 62 à 1971, qui est en réalité une période révolutionnaire. Donc 68 ne joue pas en tant que tel, mais on a une période plus large. Et ce qui est important pour nous, si on veut donner du sens à ce que c'est 1968 avec cette particularité africaine, c'est qu'on voit beaucoup mieux aussi la connexion qu'il y a entre 68 et 62. On voit beaucoup mieux la connexion qu'il y a entre l'énorme mobilisation étudiante de ces années-là et l'énergie qui a été libérée par l'accession à l'indépendance. D'une certaine façon, 68 c'est l'enfant de 62. Nous avons fait ce livre Étudiants africains en mouvement, contribution à une histoire des années 68. Pourquoi l'expression les années 68 ? Donc c'est une expression qui a été qu'on attribue à Bernard Lacroix pour parler d'une période assez large de mouvements étudiants à l'échelle internationale, où s'est développée, on va dire, une grammaire de la contestation à l'échelle mondiale. Pourquoi nous on considère que ce livre est une contribution ? Parce qu'on met l'Afrique un petit peu en dehors de l'histoire internationale, ou alors comme un réceptacle un petit peu de ce qui peut se passer ailleurs. Il y a eu divers ouvrages qui sont sortis sur les années 68 ces dernières années. Des ouvrages qui sont des histoires transnationales, des histoires globales, mais qui
qui ne mentionnent pas ou très très peu l'Afrique. Donc on a voulu montrer dans ce livre que l'Afrique a participé à ces années, que la jeunesse africaine a participé à ces mouvements sociaux, et pas simplement comme des réceptacles à partir de dynamiques endogènes, si on veut, qui prennent racine dans le contexte des indépendances. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en plus dans l'anti-impérialisme des mouvements étudiants de l'époque, dans les projets socialistes des étudiants de l'époque. Le contexte des indépendances apporte un souffle différent, on va dire, à ce type de mouvement étudiant. Et ces mouvements ont aussi nourri, et ça on le sait un peu moins, c'est un petit peu abordé dans le livre, il va falloir creuser ça beaucoup plus à l'avenir, a aussi nourri les mouvements en dehors de l'Afrique. Je pense à des auteurs comme Fanon ou comme Cabral qui ont pu influencer les mouvements noirs américains par exemple. On sait qu'en 1960, 14 pays d'Afrique francophone acquièrent leur indépendance. Mais pour un certain nombre de contestataires dans ces pays africains d'ancienne domination française, les indépendances ne sont pas réelles. Et un certain nombre de mouvements vont contester la toujours présence pesante de la France dans leur pays. Il faut bien comprendre en fait que la décolonisation, c'est pas seulement une date, celle de l'indépendance, c'est un processus de très longue haleine. Dans les années 60, il y a déjà une globalisation des mouvements sociaux, liés évidemment à des circulations multiples. Les circulations, ça peut être les voyages d'un continent à l'autre. Les étudiants, par exemple africains, viennent étudier en France. Ça peut être les voyages des livres, parce qu'il y a toute une bibliothèque marxiste, par exemple, qui est diffusée en Afrique via les éditions sociales, via les éditions du Progrès de Moscou et via de plus en plus massivement les éditions de Pékin. Dans l'ouvrage Étudiants africains en mouvement, il y a plusieurs exemples de ces circulations. J'en prendrai seulement deux. D'une part, donc on sait qu'il y a eu en mai 68, à peu près concomitant du mai français, un mai sénégalais qui s'est donc déroulé à Dakar et dans les provinces du Sénégal. Lors de ce mai sénégalais, qui était à la fois un mai étudiant et un mai des travailleurs, il y a eu une répression assez forte et en particulier le président Senghor a expulsé du pays tous les étudiants étrangers qui faisaient leurs études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il les a donc fait rapatrier dans leur pays d'origine. Or, parmi ces étudiants, il y avait des Dahoméens et des Dahoméennes qui, un an plus tard, vont à leur tour monter un mouvement social, et il y aura aussi donc un mai dahoméen un an plus tard. Il y a eu des circulations extrêmement importantes entre les colonies et les anciennes métropoles. Si on prend le cas des étudiants algériens, sur 1500 étudiants à l'extérieur, la moitié sont en France. Un tiers sont dans les pays de l'Est, dans les pays socialistes, et un autre tiers dans les pays arabes. Donc on a des circulations beaucoup plus variées que simplement métropole-colonie, même si c'est là la principale. Beaucoup d'étudiants africains sont à Moscou, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie. Ils participent dans ces endroits-là aux grandes rencontres internationales socialistes. Les États-Unis sont aussi importants, je pense aux étudiants éthiopiens, qui se sont politisés à la rencontre des mouvements des droits civiques américains, les Black Panthers qui étaient présents au Festival panafricain d'Alger en 1969, et là on voit que les relations n'ont pas toujours été d'ailleurs, parfois c'était inspirant, parfois c'était des accrochages. Enfin voilà, Malik Aral explique à Alger comment les militants communistes algériens on va dire contredisent avec véhémence les Black Panthers en les traitant de racistes et en dénonçant leur condescendance vis-à-vis des militants africains. Donc bon, voilà, on a des circulations en fait mondiales. Il faut bien avoir conscience que ces étudiants africains ne sont pas très nombreux dans leur pays, même s'il y a des différences en fonction de chaque contexte national très important. Ces étudiants donc forment une minorité de gens scolarisés, mais ils sont issus de milieux très différents. On a des profils sociaux assez variés. Donc ces différences-là et cette minorité est encore plus prégnante quand on s'intéresse aux filles. Les étudiants africains sont bien entendu aussi des étudiantes, peut-être davantage des lycéennes en fait, des filles scolarisées dans le secondaire, parce que la politique de scolarisation a été très tardive dans les pays africains, initiée en fait surtout à compter des années 40-50 pour les filles, et au moment des indépendances, à partir des années 1960, on a des régimes qui vont essayer d'accroître en fait la scolarisation des garçons et des filles. Donc on a aussi une scolarisation des filles qui s'accroît dans ces années 68.
Donc de plus en plus de filles qui sont sur les bancs de l'école, qui elles appartiennent à des milieux sociaux plus élevés en fait, qui sont quand même bien souvent des filles de fonctionnaires, des régimes, même s'il y a bien entendu des différences suivant les pays. Et donc ces filles vont participer aux mouvements sociaux des années 68 et il me semble que c'est l'une des originalités en fait de cette période. C'est que si les femmes ont bien entendu participé aux luttes anticoloniales, à tout un tas de luttes du XXe siècle, les années 68 voient émerger cette figure de la jeune fille protestataire.